À Iztapalapa, alors que l'après-midi s'effritait sous une pluie tiède, les klaxons hurlaient en écho dans les rues. L'air était saturé de l'odeur épicée des tacos al pastor qui s'échappaient d'un petit chariot garé devant l'atelier de Don Raoul. Nego, les mains noires de graisse, observait en silence l'eau formée des ruisseaux sales qui dévalaient les trottoirs fissurés. Il venait de terminer la réparation d'un vieux tsuru qui occupait l'atelier depuis des jours. Tout ce qu'il voulait maintenant, c'était rentrer chez lui, avaler un repas chaud et s'occuper de sa grand-mère. Mais quelque chose le retint. À l'angle de la rue, près d'un poteau électrique au câble pendant, se tenait un homme recroquevillé sous une couverture grise et tachée. Personne ne le regardait. Les passants se détournaient, certains fronçant le nez, d'autres l'évitant comme on évite une pierre sur le chemin. Ses cheveux étaient longs, emmêlés, sa peau ridée et craquelée comme le ciment autour de lui. D'ordinaire, Nego ne s'attardait pas sur ce genre de scène. Il avait déjà vu trop de silhouettes endormies sur des cartons, trop d'hommes fouillant les poubelles ou parlant seuls dans la nuit. Mais cette fois, quelque chose dans les yeux de cet homme le troubla, c'étaient des yeux vivants, lucides, presque familiers, comme s'il le reconnaissait. Il resta figé une seconde de plus qu'à l'habitude. « Tout va bien, Nego ?» lança le cholo, son collègue, en essuyant ses mains sur un chiffon sale. « Oui, j'étais juste distrait », répondit-il en détournant le regard. Dans ce quartier, la pitié n'était pas un luxe qu'on pouvait se permettre. Ici, on apprenait dès l'enfance à se forger une carapace, à endurcir son cœur pour survivre. Entre vol, pauvreté et promesses jamais tenues, mieux valait ne pas trop regarder autour de soi et se concentrer sur sa propre survie. Pourtant, cette fin d'après-midi-là, avec ses chaussures trouées imbibées de pluie et l'odeur de l'essence qui s'accrochait à ses vêtements, Nego sentit une étrange pression dans la poitrine, comme un souffle invisible qui lui murmurait de ne pas continuer son chemin. Il traversa la rue sous la pluie battante et s'approcha du sans-abri. L'homme leva la tête avec lenteur, comme s'il avait toujours su que quelqu'un viendrait. « Vous avez faim ?» J'ai fait, demanda Nego en sortant de son sac une torta emballée dans du papier d'aluminium. L'homme ne répondit pas. Il tendit seulement la main avec une lenteur presque solennelle et saisit le sandwich comme si c'était un trésor. Puis, d'une voix rauque et presque éteinte, il dit « Merci, Ijo. Ce n'est pas tous les jours que quelqu'un me voit. » Un frisson parcourut Nego. Il voulut lui demander son nom, mais l'homme sortit de sous sa couverture une chaîne rouillée avec une médaille de San Judas Tadeo et la lui tendit sans un mot de plus. Nego, surpris, la prit dans sa paume. « Pour que tu n'oublies pas ce que tu as fait, » murmura le vieil homme avant de fermer les yeux. La pluie redoubla et Nego retourna à l'atelier, la médaille serrée dans sa main. Toute l'après-midi, l'image de cet homme le hanta. Dans le quartier, les rencontres avec les oubliés étaient fréquentes, mais il y avait eu dans ce regard, dans ce geste, quelque chose qui laissait une marque. Le soir venu, Nego rentra chez lui en traversant les rues sombres d'Iztapalapa. Les chiens errants hurlaient au loin, les lampadaires clignotaient comme des étoiles agonisantes. Il sentit le monde devenir plus lourd, comme si un voile invisible recouvrait tout. Juste avant de tourner à l'angle de sa rue, une pensée lui traversa l'esprit, parfois les miracles ne ressemblent pas à des miracles, ce ne sont que de petits pas étranges dans un jour ordinaire. Il poussa la porte métallique de sa maison avec l'épaule, veillant à ne pas faire grincer la tôle. La serrure était cassée depuis longtemps et un bruit trop fort réveillait sa grand-mère. Mais ce soir-là, la lumière douce de la cuisine était encore allumée. Le parfum de la camomille l'enveloppa comme une couverture chaude. « Tu rentres tard encore, mi hijito » dit Doña Micaela, assise à la table, un châle couleur vin sur les épaules et le regard fatigué. « Oui, abué, on a eu un retard sur un travail » répondit-il en déposant son sac sur une chaise. Il évita de parler du vagabond et de la médaille. Pas question de l'inquiéter. Elle lui servit un bol de soupe réchauffée. Nego mangea en silence, écoutant le tic-tac du vieux réveil et le cri lointain d'un perroquet chez un voisin. « Et l'atelier, ça va ?» demanda la vieille dame en remuant sa tisane. « Pareil. Don Raoul râle toujours parce que le client du Jeta n'a pas payé, et ça fait déjà 3 semaines. Eh, mon fils, et si tu cherchais quelque chose de plus sûr? Avec ce que tu gagnes, ça ne suffit même pas pour mes médicaments. » Nego ne répondit pas. Elle avait raison. Sa pension était minime, et même en travaillant presque tous les jours, entre les pièces détachées, les trajets et la nourriture, l'argent disparaissait toujours trop vite. Et quand quelque chose se cassait à la maison à la pompe à eau, le vieux ventilateur, il devait improviser. Le lendemain, il se réveilla avec les premiers rayons du soleil qui traversaient la vitre fendue de sa chambre.
Le toit de tôle craquait déjà sous la chaleur. Il enfila son bleu de travail maculé d'huile, glissa dans son sac un petit pain fourré de haricots que sa grand-mère avait préparé et sortit sans bruit. Dans la combi bondée, au milieu des coups de coude et des bousculades, son esprit retourna à l'image du vieil homme. Il ne savait pas pourquoi, mais elle ne le quittait pas. Cela lui tordait l'estomac, comme un pressentiment. À l'atelier, dont Raoul l'attendait déjà, l'air renfrogné. « T'as apporté les bougies d'allumage, Palversa ? » ?»« Oui, patron, les voilà. » »« Alors dépêche, le client passe à midi et il m'a déjà assez fait perdre la tête. » Nego se glissa sous le capot et tenta de se concentrer, mais entre le bruit des moteurs, les remontrances du patron et la musique ranchera de la radio, son esprit revenait sans cesse à la médaille. Il la gardait dans sa poche et, dès qu'il était seul, la serrait dans sa main comme s'il cherchait un signe. « Et, qu'est-ce qui t'arrive ?» lança le cholo en s'approchant avec une bouteille de coca. « T'as l'air ailleurs. »« Je sais pas, mec. Hier j'ai vu un type au coin de la rue, un de ceux qui n'existent plus pour personne. Je lui ai donné à manger et il m'a filé ça. » Il montra la médaille. Le cholo leva les sourcils, puis éclata d'un petit rire. « Sans Judita, hein ? Peut-être qu'il va te faire le miracle que le patron arrête de gueuler. » Nego esquissa un sourire, mais au fond de lui, il savait que ce n'était pas une blague. Depuis cette rencontre, quelque chose en lui avait bougé, un fil invisible qu'il ne comprenait pas encore. En fin de journée, dont Raoul ne lui donna que la moitié de sa paie, promettant le reste quand le client paierait. Nego ne protesta pas. Il avait l'habitude. Il glissa l'argent dans son sac et rentra à pied pour économiser le prix de la combi. La ville vivait toujours, rugissante de lumière, de trous dans l'asphalte, de cris lointains. Mais Nego avait l'impression de marcher seul, comme si le monde entier l'observait, attendant qu'il comprenne quelque chose qui restait encore caché. Ce soir-là, en posant la médaille sur la table, il eut la sensation que la journée avait été plus longue qu'à l'ordinaire, et que, d'une certaine façon, ce n'était que le début. Le lendemain, le ciel s'assombrit sous des nuages lourds, avalant la lumière du matin. Nego franchit le seuil de la maison, le cœur battant, convaincu que quelque chose approchait, quelque chose qui allait changer le cours de sa vie. La pause de midi venait à peine de commencer, et Nego sentait encore l'odeur persistante de l'huile de moteur sur ses mains. Son estomac était vide, son esprit saturé de bruit et de fatigue. Dans la poche de son pantalon, il sentait le poids de la médaille qu'aussi étrangement qu'inexplicablement il avait accepté la veille. Sans vraiment réfléchir, il se retrouva à marcher vers la même intersection que la veille, poussé par une force qui lui échappait. Et là, il le vit à nouveau. L'homme était assis exactement au même endroit, la même couverture humide posée sur ses épaules, les pieds nus enfoncés dans la boue. Mais cette fois, Nego remarqua qu'il tremblait. La pluie de l'aube avait dû être glaciale. « Buenos dias, j'ai fait » dit-il doucement en s'approchant, une modeste poche plastique à la main. L'homme leva la tête avec peine. Sa barbe avait poussé depuis la veille, ses yeux rougis trahissaient une nuit sans sommeil. « Je vous ai apporté de quoi manger » ajouta Nego en sortant une torta de huevo et une petite bouteille d'eau. Le vagabond les saisit des deux mains, avec une hâte presque douloureuse, mais avant de mordre dans le pain, il ferma les yeux et murmura quelques mots inaudibles, comme une prière. « Comment vous appelez-vous » demanda Nego en s'accroupissant pour être à sa hauteur. Il fallut un long moment avant que l'homme réponde. Il mâcha lentement, avala, puis dit d'une voix éteinte. « Tobias. » Nego resta figé. Ce n'était pas un prénom qu'on entendait tous les jours, il avait une résonance ancienne, presque biblique. « Moi, c'est Nego, » dit-il avec un demi-sourire. « Je travaille juste à côté. Je vous ai vu hier et, je ne sais pas. Quelque chose m'a poussé à revenir. » Tobias le fixa intensément, comme s'il pouvait voir au-delà de ses mots, puis baissa de nouveau les yeux et continua à manger en silence. Une femme passa, son sac de marché à la main, se signa rapidement en les apercevant. Un enfant, d'un ton curieux et cruel, demanda si, ce monsieur, était fou. Personne ne s'arrêta. Personne, hormis Nego, ne semblait vraiment voir cet homme. Nego sortit la médaille de sa poche et la montra à Tobias. « Pourquoi me l'avoir donnée ?» Tobias leva la tête et dit calmement. « Parce que toi, tu as vu ce que les autres refusent de voir. Cela a un sens. » « Quel sens ?» Tobias esquissa un sourire qui semblait venir d'un autre temps, d'une époque où il avait peut-être connu le bonheur. Mais il ne répondit pas. Au loin,
la voix d'un prédicateur résonnait dans un haut-parleur fatigué, parlant de rédemption et d'amour du prochain. Le quartier, lui, continuait de grouiller, klaxons, disputes de trottoir, un cireur de chaussures frottant des bottines sur le coin de la rue. Pourtant, ce moment, assis là avec Tobias, semblait hors du monde. « Vous avez de la famille ?» demanda Nego. L'homme secoua lentement la tête. Puis, sans prévenir, il tendit la main et toucha la médaille posée dans la paume du jeune homme. « Tu ressembles à quelqu'un que j'ai connu. » Lui aussi aidait sans rien demander. Et qu'est-il devenu? Il s'est lassé, comme tous les autres. Mais toi, tu peux encore choisir. Ces mots frappèrent Nego au cœur. Il sentit un nœud se former dans sa gorge, sans savoir pourquoi. Il se releva, essuya ses mains sur son pantalon et leva les yeux vers le ciel devenu sombre. « Vous serez là ce soir ?» Tobias hocha la tête, sans le regarder. « Alors je reviendrai. » Nego s'éloigna, mais à mi-chemin se retourna. Tobias ne mangeait plus, il tenait simplement la bouteille d'eau, le regard perdu vers l'horizon comme s'il attendait quelqu'un. De retour à l'atelier, dont Raoul le sermonna pour son retard. Un des mécanos lui lança une grimace moqueuse depuis le fond du garage, mais Nego ne répondit pas. L'image de Tobias, seul sur le trottoir, était imprimée dans son esprit. Le soir venu, à table avec sa grand-mère, Doña Micaela, celle-ci remarqua immédiatement son silence. « Tout va bien, mon petit ? » « Oui, Abu, je pensais juste à quelque chose. » Elle, qui le connaissait mieux que personne, n'insista pas. Elle lui tendit une tasse de tisane et lui caressa doucement les cheveux. Dans sa chambre, Nego posa la médaille sur la table, juste à côté de la statuette de San Judas que sa grand-mère avait toujours gardée. Il ne le savait pas encore, mais quelque chose venait de commencer. Cette nuit-là, la ville fut enveloppée d'un silence lourd, seulement brisé par les aboiements lointains des chiens et le bourdonnement des vieux lampadaires. La chaleur restait collée au mur. Nego tournait et se retournait dans son lit, incapable de dormir. Sur la table, la médaille brillait faiblement sous la lumière jaunâtre. Il ferma les yeux avec force, cherchant le repos. Et alors le monde changea. Il se retrouva dans un marché. Pas un marché ordinaire. L'air était saturé de parfums, la douceur des goyaves mûres, l'odeur métallique des couteaux sur les planches, les cris des marchandes vantant leurs produits, et la fumée du copal qui se mêlait à celle des tamales. L'endroit semblait vivant mais irréel, comme si la réalité vibrait sur une autre fréquence. Entre les allées couvertes de fruits, de pinatas colorés et de papel picado, une silhouette approchait. Un homme. Vêtu simplement d'une tunique claire, les pieds nus, le visage paisible. Ses yeux, d'une lumière insondable, semblaient tout voir sans jamais juger. Nego sentit son cœur s'accélérer. « Qui es-tu » demanda-t-il, la voix tremblante. « Je suis celui qui marche là où les autres ne posent pas les pieds » répondit l'homme avec douceur. « Hier, tu as vu et cela t'a réveillé. » « Réveillé ? Quoi donc ? » ?»« Ce que tu avais endormi pour survivre. » Nego baissa les yeux. Autour de lui, les gens du marché continuaient leur routine, mais aucun ne semblait remarquer l'homme. « Pourquoi moi ?» murmura-t-il. « Parce que tu as vu l'invisible. Parce que tu as écouté le silence. Parce que tu peux encore choisir. » Les jambes de Nego étaient lourdes, mais il voulut avancer. L'homme tendit alors la main. Dans sa paume reposait une petite graine, lumineuse comme une braise d'espérance. La compassion est comme cette graine. Si tu la sèmes, elle fleurira. Si tu l'oublies, elle se desséchera. Nego prit la graine avec des mains tremblantes, et tout disparut d'un coup. Il se réveilla en sursaut, le corps trempé de sueur, le cœur battant à tout rompre. Il lui fallut plusieurs secondes pour comprendre qu'il était dans sa chambre. La médaille était toujours là. Lui, en revanche, avait changé. Il marcha pieds nus jusqu'à la cuisine et se servit un verre d'eau. Le bruit du liquide frappant le verre résonna dans la maison comme un coup de tonnerre. Sa grand-mère, réveillée par le son, le trouva là, assis à la table, la tête entre les mains. « Ça va, mon enfant ? J'ai fait un rêve étrange, Abu. Un de ceux qu'on ne peut pas oublier. » Elle hocha la tête avec sagesse. Parfois, Dieu se sert des rêves pour nous dire ce que nous n'entendons pas éveiller. Nego déglutit difficilement. « Et si je ne comprends pas ? Alors tu dois rêver encore. Parfois il faut rêver plus d'une fois pour entendre vraiment. » Il retourna dans sa chambre, mais ne dormit plus.
Il resta allongé, fixant le plafond, écoutant au loin le cri d'un vendeur de pain annonçant son passage. La ville poursuivait son chaos, indifférente. Mais lui, il n'était plus le même. Au matin, il se présenta à l'atelier, les yeux gonflés de fatigue. Don Raoul le regarda en coin, sans dire un mot, et lui lança les clés d'une vieille camionnette. « Mets-toi au travail, dit-il simplement. Son collègue leva les yeux, moqueur. « Encore en train de rêver de fantômes, mon vieux ?» Nego esquissa un sourire triste. Ce n'était pas un fantôme. C'était Jésus. Nego resta silencieux un instant, encore absorbé par ses pensées, avant de répondre. « Je crois. » Le cholo s'arrêta net, le regard suspicieux. « Quoi ? » « Rien. » « Oublie. » La matinée s'écoula entre moteurs, odeur d'huile brûlée et sueur. Ses mains noircies par la graisse témoignaient du travail acharné. Pourtant, à peine eut-il un moment de répit qu'il quitta le garage en hâte. Ses pas le menèrent vers le coin de rue où, chaque jour, il voyait Tobias. L'homme était là, assis dans la même position, l'épaule voûtée sous une vieille couverture grise, le regard perdu dans le vide. Nego s'accroupit devant lui. « Vous connaissez Ressus ?» Tobias mit un moment à réagir, comme s'il émergeait d'un long sommeil. « Je l'ai connu, à l'époque où je croyais encore que quelqu'un m'écoutait. » Il marqua une pause, comme s'il rassemblait ses souvenirs. « Cette nuit, j'ai rêvé de lui. Il m'a parlé. Il a dit qu'il t'avait vu, et que ça m'avait réveillé. » Tobias hocha lentement la tête, sans montrer de surprise. Il parle parfois dans les rêves. Mais rares sont ceux qui s'en souviennent au réveil. Nego resta muet quelques instants, puis osa poser la question qui lui brûlait les lèvres. « Qui étiez-vous, avant ?» Un profond soupir s'échappa de la poitrine de Tobias, comme si une porte longtemps fermée venait de s'ouvrir. « J'étais musicien, violoniste. Je jouais avec un groupe de mariachi à Garibaldi. J'avais des costumes, des chaussures vernies, une épouse, même un fils. C'était avant de perdre la musique et l'espérance. » Nego l'écoutait attentivement, le visage grave, sans l'ombre d'une moquerie. Jamais il n'aurait imaginé une telle histoire derrière cet homme que tout le monde évitait. « Que s'est-il passé ?» demanda-t-il doucement. Tobias haussa les épaules. « La vie. L'alcool. Les mauvaises décisions. Une trahison, et puis l'oubli. Un matin, tu te réveilles dans la rue et plus personne ne se souvient de ton nom. Pas même toi. » Un poids serra la poitrine de Nego. Dans ce vieil homme, il voyait un avertissement, un reflet possible de son propre avenir. « Et votre fils ?» Tobias baissa la tête. Sa voix se brisa. « Je ne sais pas où il est. Il a cessé de me chercher il y a des années. Peut-être me croit-il mort. Parfois, moi aussi, je le crois. » Un vent sec souleva poussière et feuilles mortes autour d'eux. Malgré le vacarme de la circulation, un silence particulier sembla les envelopper. Nego sortit de son sac une petite poche contenant du pain sucré et un gobelet de café. « Ce n'est pas grand-chose, commença-t-il. C'est plus que ce que quiconque m'a donné depuis des années, » coupa Tobias avec un sourire amer. Ils mangèrent côte à côte, sans un mot, comme deux vieux amis qui se connaissent depuis toujours. « Vous jouez encore ?» demanda Nego en désignant l'étui de violon abîmé posé près de lui. « Parfois, quand mes mains me laissent en paix. Le froid les raidit, mais je me souviens encore des notes des Mananita. » Un sourire mélancolique effleura ses lèvres. « Vous n'avez jamais pensé à rejouer pour de vrai ?» Tobias ricana doucement. « Où ça ? Qui écouterait un vieux fou jouer dans la rue ? » « Moi, » répondit Nego avec une sincérité désarmante. Tobias le fixa, surpris. « Alors peut-être que tu n'es pas encore brisé. » Ces mots résonnèrent en Nego comme un baume. Il se sentit étrangement plus léger, comme si quelque chose en lui s'alignait enfin. Le monde paraissait soudain moins gris. « Je peux revenir demain ? » « Bien sûr. Tant que je respire, tu me trouveras ici. » Nego retourna au garage juste à temps pour éviter une nouvelle remontrance de Don Raoul. Mais son esprit demeura auprès de Tobias, son histoire, sa musique, son fils perdu. Une urgence brûlante naissait en lui, il devait faire quelque chose, même s'il ignorait quoi. Cette nuit-là, en regardant la médaille qu'il portait au cou, il pensa que ce rêve n'était peut-être pas qu'une hallucination. Peut-être était-ce un message. Peut-être que la vraie musique consistait à regarder là où personne ne regarde. Le lendemain,
À la fin de la journée, épuisé et couvert de sueur, Nego prit le chemin habituel vers l'angle de rue. Il portait une poche avec du pain et une vieille veste dont il n'avait plus l'usage. Il avait pensé que la nuit serait froide et qu'il ne voulait pas que Tobias tremble encore. Mais à mesure qu'il s'approchait, son cœur se serra. 3 jeunes, casquettes de travers et tatouages visibles, entouraient Tobias. L'un d'eux criait, l'autre donnait des coups de pied dans l'étui du violon, le troisième riait d'un rire méprisant. Tobias ne répondait pas, il se contentait de se protéger de ses bras maigres. Et laissez-le tranquille, hurla Nego en se précipitant. Les 3 garçons se figèrent. T'es qui, toi? Lança le plus grand, vêtu d'un maillot de foot contrefait. Le berger des fous? C'est un être humain, bande de crétins. Vous n'avez donc jamais appris le respect? Un humain? Pour nous c'est juste un déchet. Ils encombrent les rues. Nego sentit son sang bouillir. Ses poings se crispèrent, mais il resta planté là. Dégagez, dit-il d'une voix ferme. Les 3 se regardèrent, ricanèrent. L'un cracha par terre, un autre envoya valser une bouteille vide. Finalement, ils reculèrent lentement, lançant des menaces à voix basse. Ce n'est pas fini, idiot. Cette rue n'est pas à toi. Nego attendit qu'il disparaisse avant de s'accroupir auprès de Tobias. L'homme était toujours au sol, le visage couvert de poussière, les yeux brillants d'humidité. Ça va? Tobias hocha la tête, ses mains tremblaient encore. Ce n'est pas la première fois, mais je n'aurais jamais cru que quelqu'un interviendrait. Nego l'aida à se relever, lui tendit le pain et la veste. Tobias les reçut en silence, les lèvres tremblantes d'une émotion que les mots ne pouvaient contenir. Ça ne peut pas continuer ainsi, dit Nego en balayant la rue du regard, espérant que quelqu'un ait vu la scène. Mais personne n'avait prêté attention, seulement le bruit lointain d'un klaxon et le ronflement des voitures. L'indifférence était plus brutale encore que la violence. Merci, mon fils. Je ne sais pas pourquoi tu fais ça, mais merci. Moi non plus je ne le sais pas vraiment. Je sens juste que je dois le faire. Plus tard, lorsqu'il revint au garage chercher des outils oubliés, le cholo l'attendait à l'entrée, une cigarette aux lèvres. On m'a dit que tu jouais les héros pour un clodo, ricana Théil. Et alors? Tu vas finir par te faire tuer avec ces types. Ils sont fous. Peut-être. Mais ce qu'ils ont fait était injuste. Et personne ne fait rien. Le cholo souffla la fumée par les narines et secoua la tête. Ici, chacun se débrouille seul. Ceux qui aident les autres finissent broyés. Et bien qu'ils me broient. Mais je ne resterai pas les bras croisés. Le cholo le dévisagea avec un mélange d'incrédulité et de respect. T'as changé. On dirait que tu vois des choses que les autres ignorent. Nego haussa les épaules. Ou peut-être que j'en ai juste marre de me taire. Il rentra à pied. La lune basse éclairait faiblement les trottoirs jonchés de papier. Sa grand-mère l'attendait, les yeux pleins d'inquiétude mais d'une tendresse infinie. Tu t'es encore attiré des ennuis, pas vrai? Un peu. Elle lui servit une tasse d'atoll. Je savais que tu avais le cœur grand, mais fais attention. Le monde n'est pas tendre avec ceux qui ressentent trop. Nego but lentement. La médaille autour de son cou ne lui pesait plus, elle semblait au contraire lui donner de la force. La nuit était lourde, le ciel sans étoiles. Il se coucha, le corps douloureux, mais l'âme en tumulte. Avant de dormir, il pria en silence devant la petite statue de San Judas et suspendit la médaille à un clou au-dessus de son lit. Le sommeil ne tarda pas, mais il ne fut pas paisible. Il se retrouva dans un désert infini, aride, où la terre craquelée semblait avoir oublié l'eau. Le soleil brûlait sans pitié, mais il ne transpirait pas. Ses pas le menaient sans but parmi les nopals géants et les maguets desséchés. Le silence était total, seulement troublé par le bourdonnement du vent qui portait des échos de mots qu'il ne parvenait pas à comprendre. Au loin, une silhouette apparut. Elle s'approchait lentement. C'était le même homme que celui du marché, vêtu d'une tunique claire, les yeux emplis d'une douceur qui ne jugeait pas. Nego sentit son cœur battre plus fort. Quelque chose, au fond de lui, savait que ce rêve n'en était pas vraiment un. Nego sentit l'élan irrépressible de courir vers l'homme, mais ses pieds semblaient s'enfoncer dans la terre meuble, comme s'il marchait sur de la cendre. Chaque pas pesait plus que le précédent, comme si le désert voulait l'empêcher d'avancer. Lorsqu'il parvint enfin à se retrouver face à face avec l'inconnu, celui-ci parla d'une voix grave, presque solennelle.
Tu traverses le désert que tu portes à l'intérieur de toi. Les mots résonnèrent dans l'air immobile. Nego sentit un frisson remonter le long de son dos. Pourquoi tout semble-t-il si lourd? Murmura-t-il. Je fais ce que je crois juste, mais cela me fait mal, cela m'épuise. L'homme le regarda longtemps avant de répondre. Parce que la compassion n'est jamais légère. Elle pèse du poids de l'âme de ceux qui en ont besoin. Nego baissa les yeux. Il sentait tout son corps vidé de ses forces, comme s'il portait le monde entier sur ses épaules. Le vent se leva soudain, soulevant des tourbillons de sable qui lui brûlèrent les yeux. « Et si je me lasse » demanda-t-il, la voix tremblante. « Et si je ne veux plus continuer ?» L'homme fit un pas vers lui et dit calmement. « Alors tu deviendras comme les autres, un de plus qui marche sans voir. » Nego serra les poings avec rage. « Et qu'est-ce que j'y gagne à voir? À aider? » « Rien, » répondit l'homme sans hésiter. « Il ne s'agit pas de gagner. Il s'agit d'aimer, même quand personne d'autre ne le fait. » À ce moment-là, une chose incroyable se produisit. Entre les fissures de la terre sèche surgit une petite fleur aux couleurs vives, éclatante, presque irréelle dans ce paysage aride. Nego s'accroupit, la toucha du bout des doigts avec précaution, comme si elle pouvait se briser. « Chaque acte de compassion fait éclore quelque chose, » dit l'homme en désignant la fleur. « Même si personne ne le voit, même si tu n'es pas là pour le voir grandir. » Puis le vent s'arrêta d'un coup. Le soleil sembla disparaître derrière un rideau invisible et le monde entier s'assombrit. Nego se réveilla en sursaut, le cœur battant comme un tambour. Il faisait encore nuit. Il était 4 heures du matin et la ville dormait, bercée par les murmures lointains des camions et le ronronnement des moteurs. Il se leva, but un verre d'eau, puis retourna dans sa chambre. Le sol lui paraissait trembler sous ses pieds, comme si quelque chose en lui venait de changer. Il s'assit devant la petite statue de San Judas qui reposait sur une étagère et murmura. « Je ne sais pas ce que tu veux de moi, mais je ne suis plus le même. Je ne peux pas faire comme si rien ne s'était passé. » La maison était silencieuse. Doña Micaela dormait dans la pièce voisine. Nego sentait une étrange combinaison de peur et de clarté. Ce rêve n'était pas qu'un message, c'était un avertissement, une confirmation, une étincelle allumée au milieu de sa sécheresse intérieure. À l'aube, il sortit de bonne heure. Le ciel était encore peint de nuances d'orange et la brise sentait la terre humide. Il alla jusqu'à l'angle de rue habituel, mais Tobias n'y était pas inquiet, il demanda à un vendeur de jus. Et le vieux avec la couverture grise? Parti depuis un moment. Il est allé du côté de la vigne, je crois. Une pointe d'angoisse le traversa. Nego pressa le pas, parcourut plusieurs rues, scrutant chaque recoin du regard. Finalement, il le trouva assis sur une pierre, près d'un kiosque fermé, en train d'accorder son violon d'un geste lent et maladroit. « Où étiez-vous » demanda Nego, soulagé. « J'avais besoin de marcher » répondit Tobias, comme pour s'excuser. « Besoin de me rappeler que je suis encore en vie. » Nego esquissa un sourire et s'assit près de lui sans ajouter un mot. Le soleil commençait à réchauffer le sol et, l'espace d'un instant, le monde sembla retrouver son équilibre. Tobias leva l'archet de son violon. « Aujourd'hui, je peux essayer de jouer à nouveau. »« Alors jouez, maestro » dit Nego avec un respect sincère. Et, au milieu du vacarme du matin, une mélodie douce s'éleva, brisant le désert des oreilles habituées à ignorer les sons qui importent. Plus tard, quand le soleil était déjà haut et que le béton chauffait comme une plaque brûlante, Nego quitta le garage plus tôt que prévu pour passer voir Tobias. Il le trouva assis sur un banc, le dos courbé, la tête entre les mains. L'étui du violon était fermé, la musique absente. « Tout va bien, don Tobias ?» Le vieil homme leva la tête. Nego vit aussitôt la sueur sur son front, le tremblement de ses mains. « Je ne me sens pas bien, j'ai la poitrine serrée. » Nego se pencha, alarmé. « Depuis quand ? » ?»« Depuis hier soir. Je pensais que ça passerait. » Le visage de Tobias était pâle, ses mots brisés par la douleur. Sans réfléchir, Nego le fit se lever, le soutint par les épaules. « Je vous emmène à l'hôpital. »« Ne bougez pas. »« Non, » murmura Tobias, effrayé. « Je n'ai pas de papier. Ils vont me jeter dehors. »« Peu importe, il faut y aller. » Nego héla un taxi, expliqua la situation au chauffeur avec urgence. Quelques minutes plus tard, ils entraient dans l'hôpital général. L'odeur âcre du désinfectant les assaillit.
Dans la salle d'urgence, la file d'attente semblait interminable, des gens avec des blessures ouvertes, des vieillards qui toussaient, des enfants qui pleuraient. Nego se précipita à la réception. Mon ami est très mal. Il ne peut plus respirer. La réceptionniste leva à peine les yeux. Il a une couverture sociale? Seguro Popular? IMS? Non, rien. Mais il a besoin d'aide. Je suis désolé. Sans identification, on ne peut pas l'admettre. Emmenez-le ailleurs. Nego sentit son cœur se briser. Vous allez le laisser mourir ici? La femme ne répondit pas, appela simplement le suivant. Nego regarda Tobias qui vacillait à peine debout. Ils sortirent sans but précis. Le taxi était parti. La chaleur accablante rendait chaque pas insupportable. Je suis désolé, don Tobias. Ne t'excuse pas, fils. C'est comme ça. Ils trouvèrent un banc à l'ombre où Nego le fit asseoir. Il chercha désespérément des cliniques privées sur son téléphone, mais les prix étaient inaccessibles. Il pensa appeler quelqu'un, mais qui? Sa grand-mère pouvait à peine payer ses propres médicaments. 20 minutes passèrent ainsi. Nego essuyait doucement la sueur du front de Tobias avec un vieux mouchoir, tentant de cacher la peur qui le dévorait. Le souvenir de son rêve surgit, la fleur fragile poussant dans la poussière. Et si cette fleur était en train de mourir maintenant? C'est alors qu'une femme sortit de l'hôpital. Elle portait un uniforme blanc, les cheveux tirés en chignon. Elle les regarda discrètement, s'arrêta, puis s'approcha. Tout va bien avec ce monsieur? Nego leva la tête. Ses yeux rougis parlaient pour lui. Il va très mal. Il refuse de l'admettre parce qu'il n'a pas de papier. La femme hocha la tête gravement. Je suis infirmière ici. Mais je fais aussi du bénévolat dans une petite clinique près de la villa. C'est pour les sans-abri. Ce n'est pas grand-chose, mais ils font ce qu'ils peuvent. Si vous arrivez à le déplacer, peut-être qu'ils l'accepteront. Nego sentit l'air revenir dans ses poumons. Vraiment? Vous pouvez nous aider? Oui, mais il faut partir tout de suite. Mon service est terminé, je peux vous y conduire. Elle s'appelait Rosario. Dans sa voiture, l'atmosphère était calme, presque sacrée. Nego la regardait avec une sorte d'incrédulité, comme s'il n'arrivait pas à croire que des gens comme elle existaient encore. « Pourquoi faites-vous ça ?» demanda-t-il. « Parce que mon père est mort dans la rue. Personne ne l'a aidé. » Ils arrivèrent devant une petite construction modeste, une croix bleue peinte sur la façade. Deux bénévoles sortirent en courant, les aidèrent à faire descendre Tobias. Rosario donna des instructions rapides et en quelques minutes, ils l'installèrent à l'intérieur. Nego resta dehors, inspira profondément. Le soleil commençait à descendre, une brise douce caressait son visage. Pour la première fois depuis le matin, il sentit que Tobias était en sécurité. Il attendit en silence. Les bruits de la rue, les voix des infirmières qui allaient et venaient, tout lui semblait lointain, comme si le monde avait basculé ailleurs. Au bout d'une demi-heure, Rosario revint, sa blouse sur le bras, le visage apaisé. Il est stabilisé. Il avait une infection respiratoire sévère, de la fièvre très élevée. Si vous aviez attendu plus longtemps. Nego relâcha un souffle qu'il ne savait même pas retenir. Il s'adossa contre le mur et leva les yeux vers le ciel gris. Il va s'en sortir? Oui, mais il doit se reposer. Prendre des antibiotiques. Ici, nous pouvons nous en charger avec ce que nous avons. Les yeux de Nego s'embuèrent. Je ne sais pas comment vous remercier. Vous n'avez pas à le faire. Certaines choses se font simplement parce qu'elles doivent être faites. Rosario esquissa un léger sourire. Et puis, quand je vous ai vu agenouillé à côté de lui sur ce banc, j'ai su que vous n'étiez pas comme les autres. Nego baissa les yeux, profondément ému. Je ne suis personne de spécial. C'est peut-être pour ça que vous l'êtes. À l'intérieur de la clinique, l'air était chaud, parfumé d'eucalyptus et de savon. Une vieille infirmière tricotait près d'une fenêtre tandis qu'un jeune balayait le sol. Rosario accompagna Nego jusqu'à la chambre, Tobias dormait, sous perfusion, le visage apaisé, presque lumineux. Rosario se pencha doucement vers Nego, sa voix presque un murmure. Il va dormir plusieurs heures. Veux-tu rester? Nego hocha la tête sans dire un mot et s'assit sur une chaise près du lit. Le silence de la pièce n'était interrompu que par la respiration paisible de Tobias.
Son visage, marqué par les années et la dureté de la rue, paraissait maintenant celui d'un soldat qui, après une longue guerre, goûtait enfin au repos. Une larme, silencieuse et brûlante, glissa sur la joue de Nego sans qu'il puisse l'arrêter. Rosario revint avec un café de holà encore fumant. L'arôme de cannelle se mêla à l'air de la petite chambre et ramena Nego aux aubes de son enfance, quand il se réveillait dans une maison pauvre mais pleine de chaleur humaine. Il serra le gobelet chaud entre ses mains comme pour absorber un peu de ce réconfort ancien. « Croyez-vous au miracle » demanda-t-il sans détourner les yeux de Tobias. Rosario sourit avec douceur. « Je crois que les miracles ne descendent pas toujours du ciel. Parfois, ils prennent la forme de gens fatigués qui refusent d'abandonner. » Ces mots restèrent suspendus dans l'air. Nego sentit sa gorge se nouer. Il repensa à ce rêve dans le désert, à la petite fleur qui avait poussé entre les fissures de la terre sèche. Il comprenait maintenant, chaque geste, chaque pas était une graine capable de faire naître la vie. Cette nuit-là, Rosario lui proposa une simple colchonta dans une chambre vide de la clinique. Nego accepta avec gratitude, il ne voulait pas partir, il ne pouvait pas. En s'allongeant, il eut pour la première fois depuis des années la sensation que le monde avait un sens. Le lendemain, il retourna au garage. Il expliqua qu'il avait eu une urgence familiale. Don Raoul fronça les sourcils, mais ne posa aucune question. Le cholo le dévisagea avec curiosité. « Alors, le loquito, ça va? Il s'appelle Tobias. »« Eh oui, il va mieux. » Pour la première fois, le cholo ne se moqua pas et hocha simplement la tête. Ce soir-là, en sortant du travail, Nego passa de nouveau par la clinique. Rosario l'attendait à l'entrée avec un sourire bienveillant. Il s'est réveillé. Il a demandé après toi. Nego entra dans la chambre. Tobias était allongé, faible mais conscient. Lorsqu'il le vit, ses yeux fatigués s'illuminèrent. « Je croyais que je ne me réveillerais jamais, » souffla-t-il d'une voix rauque. « Je n'allais pas te laisser partir si facilement. Tu n'es pas seul. » Tobias tendit la main. Nego la saisit, avec une douceur respectueuse. « Merci, Ijo. Je ne sais pas si je mérite tout ça, mais je t'en suis reconnaissant. »« Tout le monde mérite d'être vu, » répondit Nego. « C'est toi qui me l'as appris. » Rosario, debout dans l'encadrement de la porte, les regardait en silence. Dans ses yeux se lisait un mélange de tendresse et de respect. Elle savait qu'un lien profond venait de se nouer, pas seulement une amitié, mais une promesse silencieuse, tant que l'un verrait l'autre, aucun des deux ne tomberait complètement. La lumière du matin baignait doucement la chambre. Tobias était maintenant assis sur son lit, le dos droit, le regard plus vif qu'il ne l'avait été depuis des semaines. Rosario venait de lui retirer la perfusion, sa guérison avançait bien. Nego arriva avec un sac de PAN dulce et un thermos de café. « Aujourd'hui, j'ai apporté des conchas de la meilleure boulangerie du quartier, » lança-t-il avec un sourire. Tobias éclata d'un rire rauque. « Avec ça, tu m'as déjà soigné. » Ils partagèrent le pain en silence. Puis Tobias redevint sérieux. « Je veux te raconter quelque chose, Ijo. Quelque chose que je n'ai jamais dit à personne. » Nego posa le café et s'approcha. « La musique a été ma vie, mais pas toujours pour les bonnes raisons. J'ai joué pour l'argent, pour la gloire. J'ai oublié pourquoi j'avais commencé. Et quand ma femme est morte, je me suis brisé. Je me suis noyé dans l'alcool. J'ai tout laissé tomber, même mon fils. » Sa voix se cassa. Nego resta silencieux, l'invitant à poursuivre sans le presser. Il avait 8 ans. Il ne comprenait pas pourquoi son père n'était plus là. Moi non plus. Et quand j'ai voulu revenir, c'était trop tard. Sa mère m'avait effacé de leur vie. Tobias serra les poings, les yeux brillants de larmes. Je ne sais pas où il est. Peut-être qu'il me déteste. Mais toi tu m'as fait sentir que je peux encore laisser quelque chose de beau derrière moi, que je peux être plus qu'un souvenir flou. Nego posa une main ferme sur son épaule. Tu n'es pas un souvenir. Tu es ici. Et tu peux encore jouer. Tu peux faire vibrer les cœurs. Un sourire timide éclaira le visage de Tobias. Sais-tu ce que j'ai rêvé cette nuit? Je jouais sur une grande place. Personne n'applaudissait. Il y avait seulement un silence magnifique, de ceux qui respectent et écoutent. Nego frissonna. Il comprenait ce silence. Et qu'est-ce que tu jouais? Une mélodie qui n'existe pas encore, mais je l'ai entendue dans mon âme.
Rosario entra alors, un dossier à la main. Bonne nouvelle, nous pouvons te donner ton congé. Tobias pouvait rester un jour de plus, mais il lui faudrait un endroit où poursuivre sa convalescence. Nego réfléchit vite. Sa maison était petite, sa grand-mère fragile, mais il ne pouvait pas le laisser seul. Y a-t-il un endroit où il pourrait rester quelques jours, demanda-t-il. Il y a des refuges, des maisons de transition. Pas toujours de la place, mais nous pouvons chercher, répondit Rosario. Je m'en occupe, trancha Nego. Ce soir-là, Tobias se leva pour la première fois depuis des jours. Il marcha lentement dans le couloir, s'appuyant sur un vieux bâton qu'un volontaire lui avait prêté. Ça faisait longtemps que je n'avais pas senti l'air ainsi, dit-il en arrivant dans le petit patio. Je m'étais habitué à la poussière de la rue, à l'oubli. Tu n'es plus seul. On va trouver un moyen pour que tu joues à nouveau. Et s'il n'y a personne pour écouter, moi je serai là. Et je ne suis pas le seul. Ils restèrent sous l'ombre d'un jeune arbre, silencieux. Le vent leur caressait le visage. La ville grondait au loin, mais ici tout semblait suspendu. Merci, Ijo, murmura Tobias. Pas pour m'avoir sauvé, mais pour m'avoir vu. Nego ne répondit pas. Il regardait droit devant lui, sentant que cet instant n'était pas une fin, mais un commencement. Quelques jours plus tard, Tobias sortit de la clinique. Ses pas étaient encore hésitants, mais fermes. Dans sa main, il tenait l'étui de son violon, réparé à la hâte avec du ruban adhésif. Rosario avait trouvé une place pour lui dans un petit refuge, un lit et des repas chauds pour quelques jours. Nego l'accompagna jusqu'à l'entrée. Ils s'étreignirent longuement. Ne lâche pas, maestro. Ce n'est pas la fin. C'est juste la répétition générale. Tobias sourit. Et toi, tu es le public le plus fidèle que j'ai jamais eu. Les jours suivants, Nego continua de travailler au garage, mais chaque soir, il passait voir Tobias. Un samedi, il le trouva dans la cour du refuge, en train d'accorder son violon sous un arbre. La lumière dorée du couchant baignait son visage concentré. Aujourd'hui, dit-il, je veux essayer. Sortir jouer à nouveau. Vraiment? Où veux-tu aller? Au centre. Là où jouent les musiciens de rue. Peut-être que quelqu'un n'écoutera. Nego proposa de l'accompagner. Ensemble, ils traversèrent les avenues, prirent le métro, se mêlèrent à la foule et atteignirent enfin le cœur battant de la ville. La Alameda centrale vibrait de vie, vendeurs ambulants, couples riant sous les arbres, enfants courant après les pigeons. Tobias s'installa près d'un banc, ouvrit l'étui, cala le violon sur son épaule et inspira profondément. Les premières notes furent timides, presque hésitantes. Mais peu à peu, le son gagna en force, en couleur, en âme. Il joua Cielito Lindo, puis baisa Mucho. Les passants commencèrent à s'arrêter. Une femme lança une pièce, un enfant le montra du doigt avec émerveillement, un jeune sortit son téléphone pour filmer. À ce moment, le vieux musicien n'était plus un oublié, il était un homme debout, vivant, qui faisait résonner le monde. Et Nego, debout à ses côtés, sentit que cette mélodie, née de la douleur et de la persévérance, devenait aussi la sienne. Tobias, assis à l'ombre d'un mur, les yeux fermés, se laissait emporter par la musique qu'il venait de faire naître. Son visage semblait baigné de lumière, comme si le temps s'était suspendu autour de lui. Nego le regardait, la poitrine serrée par une émotion qu'il n'aurait su nommer. C'était comme voir refleurir un arbre que l'on croyait à jamais desséché. Lorsque la dernière note s'éteignit dans l'air tiède, un silence respectueux précéda un petit tonnerre d'applaudissements. Ce n'était pas un vacarme, mais c'était sincère, chargé de gratitude. Quelques passants s'approchèrent, un homme lui tendit une boisson, une vieille dame lui demanda timidement de jouer un jour pour sa petite fille. Tobias souriait, un sourire pur, presque enfantin. Vous voyez, dit Nego doucement. Vous avez encore tant à offrir. Je n'ai pas joué pour eux, répondit Tobias en secouant la tête. J'ai joué pour moi, pour me rappeler que je suis encore là. Ils rentrèrent au refuge les poches avec quelques pièces, mais le cœur empli d'une chaleur nouvelle. Cette nuit-là, Nego ne trouva pas le sommeil. Il resta éveillé, le regard fixé au plafond, repassant en boucle tout ce qui avait changé en lui, tout ce qui était encore possible. Le lendemain, Rosario l'appela. « Comment va Tobias ?»« Heureux. Fatigué, mais heureux. »« Alors c'est bien. As-tu pensé à faire quelque chose de tout cela ? Quelque chose de plus grand ?
Comment, demanda-t-il. Un lieu, peut-être. Un espace où des gens comme lui auraient une voix, un repas, des instruments, de la compagnie. L'idée fit vibrer son cœur. Nego resta muet, bouleversé par la simple force de ses mots. Je ne sais pas par où commencer. Tu as déjà commencé le jour où tu lui as tendu à manger. Cette phrase s'accrocha à lui comme une chanson qu'on ne peut oublier. Les jours suivants, il se mit en mouvement, il parla aux voisins, frappa aux portes des paroisses, se rendit dans les centres communautaires. Sans même savoir en quoi sa démarche se transformerait, il planta une graine. Et cette fois, il n'avait plus peur, il avait vu de ses yeux ce qui pouvait éclore. Pendant ce temps, Tobias continuait de jouer dans les rues. Parfois seul, parfois accompagné d'autres musiciens errants qui se joignaient à lui. Sa présence, autrefois invisible, attirait désormais les regards. Sa musique emplissait les ruelles où auparavant ne régnait que l'indifférence et le bruit sec du quotidien. Les rues restaient rudes, mais quelque chose avait changé en eux, et en ceux qui les croisaient. Un dimanche après-midi, Nego suivit un élan qu'il ne comprenait pas encore. Il se retrouva sur la calzada de Guadalupe. Le soleil se faufilait à travers les arbres, peignant le sol d'ombres mouvantes. Des milliers de pèlerins avançaient vers la basilique, certains pieds nus, d'autres portant des bannières, beaucoup avec des larmes plein les yeux. L'air était saturé d'encens, de sueur et d'une foi dense, presque palpable. Rosario était de garde à la clinique, Tobias jouait à la Alameda, mais quelque chose en lui le poussait à venir seul. Dès qu'il entra sur l'esplanade, le murmure des prières l'enveloppa. Au loin, un chœur chantait, ses voix diffusées par les haut-parleurs résonnaient comme un souffle d'éternité. La Vierge, majestueuse et sereine, le fixait depuis son autel. Sans réfléchir, Nego tomba à genoux, comme il le faisait enfant, accompagné de sa grand-mère. Il ferma les yeux. Il ne demanda rien, il écouta. Et soudain, le monde s'effaça. Tout devint silence. Lorsqu'il rouvrit les yeux dans son esprit, il se retrouva dans une basilique vide, les bancs déserts, la lumière tamisée, le son de sa respiration résonnant contre les murs. Une silhouette s'avança vers lui depuis le fond. C'était Jésus. Cette fois, il était vêtu en pèlerin, sandales couvertes de poussière, tunique tachée par la route. « Pourquoi suis-je ici encore » demanda Nego d'une voix brisée. « Parce que tu n'as pas encore tout compris. » « Que dois-je comprendre ? » Que la douleur n'est pas ton ennemi, mais un appel. Là où tu vois souffrance, je suis. Ne me cherche pas dans les hauteurs, je suis dans la blessure, dans la solitude, dans le rejet. Nego baissa la tête. Je veux aider, mais je ne sais pas comment faire davantage. Tu as déjà aidé, parce que tu as vu. À présent, rassemble. Là où il y avait abandon, crée des rencontres. Là où il y avait faim, apporte du pain et de la musique. Mais je suis seul. Tu ne le seras plus jamais. Ce que tu as semé ne se perd pas. Ce que tu as vu ne peut être oublié. Une paix profonde envahit Nego, comme si son cœur comprenait enfin ce que son esprit n'arrivait pas encore à formuler. Et si j'ai peur ? La peur fait partie du voyage, mais l'amour la traverse. Tu le sais déjà. La figure lui tendit la main, dans sa paume brillait la médaille, la même qu'auparavant, mais cette fois illuminée de l'intérieur. Nego la prit et sentit une chaleur se répandre dans tout son corps. Lorsqu'il rouvrit les yeux, il était de nouveau dans la basilique, au milieu de la foule. Les gens pleuraient, chantaient, s'agenouillaient. Lui se tenait debout, la médaille serrée dans son poing, le sentiment qu'un pacte venait d'être scellé. Il sortit, s'assit sur un banc du parvis et laissa le vent sécher ses larmes. Dans son esprit, une idée commençait à prendre forme, un lieu où la foi se transformerait en acte, où personne n'aurait à jouer seul dans la rue, où le pain et la musique se partageraient sans questionner. Dans le métro du retour, les visages fatigués des passagers lui parurent différents. Ils n'étaient plus des inconnus, ils étaient partis d'un même appel. Dans chacun, il voyait une histoire, un besoin, une petite flamme. En rentrant chez lui, sa grand-mère l'attendait avec une marmite de haricots et des tortillas chaudes. « Où étais-tu ? » ?»« J'écoutais. »« Et qu'as-tu entendu ? » ?»« Que le moment est venu de faire quelque chose de grand. »« Alors fais-le. Tu n'es pas né pour rester immobile. » Cette nuit-là, Nego s'assit à sa table, sortit un vieux cahier et commença à griffonner. Des idées, des noms, des contacts, des dates. Une clarté nouvelle l'habitait, comme si enfin sa vie avait trouvé son cap. En haut de la page, il écrivit
Comédore sans Judas musique, pain et dignité. Juste en dessous, il nota la phrase qui résonnait encore en lui, là où tu vois la douleur, je suis. Dès le lendemain, il frappa aux portes, raconta son projet aux voisins, aux collègues de l'atelier, aux commerçants, aux prêtres. Certains l'écoutaient avec scepticisme, d'autres restaient silencieux mais leur visage s'éclairait quand il évoquait l'histoire de Tobias. Un réfectoire communautaire avec de la musique, demanda don Raoul en se grattant la tête. Et c'est toi qui vas le diriger? Je ne veux pas diriger. Je veux bâtir un lieu utile, où celui qui a partage, et celui qui n'a pas reçoit sans honte. Il n'avait pas d'argent, mais il avait ses mains et l'aide de ceux qui croyaient en son rêve. Au début, tout était précaire, un petit local prêté par l'église, 2 vieilles tables, une grande marmite et beaucoup de volonté. Rosario organisa l'envoi de volontaires depuis la clinique. Tobias convainquit d'autres musiciens de la rue de venir jouer. Nego répara des fourneaux avec des pièces récupérées, organisa des journées de travail collectif, sollicita des dons. Puis, un samedi, le Comédore sans Judas ouvrit enfin ses portes. Il n'y avait que du riz, des haricots et des tortillas, mais l'air sentait l'espérance. Tobias jouait sur le côté, son nouveau chapeau posé pour les pièces, même si personne ne le lui avait demandé, il jouait simplement parce que c'était devenu sa façon de dire merci. Les premiers arrivants furent 3 hommes qui vivaient sous un pont. Puis vint une femme avec 2 enfants qui dormaient dans un terrain vague. Ensuite un vieil homme boitant, venu de Santa Marta avec un bâton de fortune. Personne ne leur demanda d'où ils venaient, on leur servit simplement à manger. Ici, on ne demande pas de papier, disait Rosario. On ne demande que la faim. Nego courait d'une table à l'autre, servant les portions, lavant les assiettes, écoutant les récits. À une table, un jeune racontait qu'il avait été cuisinier avant de tout perdre. À une autre, une grand-mère récitait des poèmes pendant que ses petits-enfants mangeaient en silence. Très vite, le lieu devint plus qu'un simple réfectoire, il devint un sanctuaire de dignité, un foyer où le pain, la musique et l'espérance s'offraient sans condition. C'était un refuge, un écho, une compagnie silencieuse qui abritait les cœurs fatigués. Un jour, Tobias s'approcha de Nego, les yeux embués d'émotion. « Tu sais ce que c'est, mon fils ? » « Quoi ? » ?»« C'est de la vraie musique. Celle qu'on n'entend pas avec les oreilles, mais qu'on sent avec l'âme. Et il avait raison. Chaque rire échangé, chaque assiette servie, chaque regard soutenu faisait partie d'une symphonie invisible, composée d'humanité pure. Bientôt, la nouvelle se répandit dans tout le quartier. Des sacs de pain furent déposés devant la porte, comme des offrandes silencieuses. Un boulanger proposa de donner une journée de production par semaine. Des jeunes du lycée vinrent peindre des fresques colorées sur les murs, des messages de courage et d'espérance. Une vieille dame offrit un vieux clavier et un enfant s'assit aussitôt pour improviser quelques mélodies maladroites mais pleines de vie. Un jour, Rosario arriva avec un sourire malicieux. « J'ai une surprise. J'ai réussi à faire en sorte qu'on parle de nous dans un reportage local. Ils veulent montrer ce que nous faisons ici. » Nego resta interdit. « Et, ça sert à quelque chose ? » Bien plus que tu ne crois. La visibilité nourrit aussi. Le jour du reportage, Tobias joua une pièce qu'il avait composée spécialement pour l'occasion. Il l'appela « Comédore de Alma, le réfectoire des âmes ». À la fin, la journaliste lui demanda ce que signifiait ce titre. « Cela signifie que quelqu'un m'a vu, vraiment vu, et m'a rendu le miroir », répondit-il. Ce témoignage bouleversa bien des spectateurs. Le lendemain, encore plus de volontaires arrivèrent, les dons affluèrent, les questions aussi, comment aider ? Que pouvons-nous faire ? Mais Nego, malgré l'élan d'enthousiasme, resta ferme. Je ne veux pas que tout cela devienne de la charité creuse. Ici, on ne vient pas pour donner de la pitié, mais pour partager la table. Il savait qu'il ne pouvait pas changer le monde entier. Mais cet endroit, ce coin de ville où pain, musique et dignité se rencontraient, suffisait pour commencer. Chaque fois que les portes s'ouvraient, Nego se souvenait des paroles de Jésus, là où tu vois la douleur, je suis là. Et chaque fois qu'il voyait quelqu'un entrer avec les épaules basses et ressortir avec un sourire timide, il savait qu'il marchait sur le bon chemin. Ce matin-là, l'air était frais et la salle sentait le pain grillé et le café chaud. Nego était en train d'aligner les tables lorsque Rosario vint l'avertir qu'un homme attendait à la porte. C'était un homme voûté, au regard fuyant, la barbe en bataille et les vêtements couverts de poussière. Nego le reconnut aussitôt. C'était l'un de ces jeunes qui, des mois plus tôt, avaient agressé Tobias dans la rue.
celui-là même qui avait ri en donnant des coups de pied à son étui de violon. Une bouffée de colère monta en lui. Il se revit courir, les cris, la peur, l'humiliation. Mais l'homme ne leva même pas les yeux. « Bonjour, dit-il à peine, d'une voix rauque. « Tu viens pour manger ?» demanda Nego en serrant la mâchoire. « Si c'est possible, je n'ai nulle part où aller. » Rosario, qui écoutait, s'approcha, posa une main douce sur son épaule et répondit. « Ici, on ne pose pas de questions. Ici, tout le monde mange. » L'homme hocha la tête et entra à pas lents, comme s'il portait un fardeau invisible. Nego le suivit du regard jusqu'à ce qu'il s'assoie seul dans un coin, dos voûté, comme écrasé par ses propres souvenirs. Tobias, en le voyant, se figea un instant. Puis il reprit son violon, sans haine dans le regard, et commença à accorder les cordes. Bientôt, une valse mélancolique mais apaisante emplit la salle. Nego s'approcha de lui. « Ça va, maître ? » « On n'est jamais vraiment prêt à voir le passé revenir, » répondit Tobias doucement. « Mais je ne suis pas ici pour juger. Lui aussi a faim. Tu ne lui en veux pas ? Si je le faisais, je serais le même qu'avant. Et toi, tu m'as appris qu'on peut recommencer à zéro. » Nego servit alors un plat généreux. L'homme le reçut à deux mains, leva enfin les yeux et murmura un merci chargé de honte et de soulagement. Certains habitués du lieu le reconnurent. Il y eut des regards durs, des gestes de méfiance. Mais personne ne dit un mot. L'atmosphère resta tendue, mais intacte. La musique aidait. Après le repas, l'homme s'approcha de Nego. « Je sais que je n'ai pas le droit de demander quoi que ce soit, mais, je peux aider ? Même juste laver la vaisselle. » Nego le fixa un long moment, puis hocha la tête. « Ici, tout le monde aide s'il le peut. Viens. » L'homme entra dans la cuisine et se mit à récurer les assiettes aux côtés d'une vieille dame. Peu à peu, un sourire timide éclaira son visage. Rosario, observant la scène, souffla à Nego. « C'est ça, la différence. On ne donne pas que de la nourriture, on rend aussi aux gens leur place dans le monde. Parfois, je me demande si je fais bien les choses, avoua Nego. Regarde autour de toi. » Nego laissa son regard balayer la pièce, des gens riaient, des enfants couraient entre les tables, la musique flottait dans l'air. Même ceux qui un jour avaient été des ennemis partageaient maintenant le même toit. La blessure n'était pas refermée, mais la douleur était plus légère lorsqu'elle était partagée. Ce soir-là, Tobias sortit sur le trottoir et se mit à jouer. L'homme du passé resta debout, silencieux, des larmes coulant sur ses joues. À la fermeture du réfectoire, il attendit Nego. « Merci de ne pas m'avoir mis dehors. Tout le monde mérite une deuxième chance. » Il tendit la main. Nego la serra, sentant le tremblement de celui qui reconnaît sa propre fragilité. Sur le chemin du retour, Nego s'arrêta à l'angle où tout avait commencé. Le soleil couchant baignait les rues d'une lumière orange. Il sortit de sa poche la médaille de San Judas, usée par le temps et les jours difficiles. Il comprit alors que la véritable justice n'était pas le châtiment, mais la rédemption, que la compassion authentique ne s'attarde pas sur le passé mais parie sur l'avenir. Ainsi le cercle se refermait. Pas parfaitement, pas sans cicatrice, mais humainement. Et c'était suffisant pour continuer à croire. Les mois passèrent et le Commodore San Judas non seulement survécut, mais prospéra. Les murs jadis gris étaient désormais recouverts de couleurs vives, d'oiseaux, de fleurs et de messages peints par des enfants et des adolescents. Les bancs se remplissaient chaque jour de plus de monde, des affamés, des solitaires, des désespérés, mais aussi des curieux venus chercher une étincelle d'espérance. L'odeur des ragoûts maison et du pain chaud se mêlait aux éclats de rire et aux accords de violon. Tobias était devenu l'âme du lieu, chaque après-midi, il accordait son instrument et enseignait aux enfants leurs premières notes. Certains arrivaient timides, d'autres impatients, mais tous repartaient avec un sourire qu'ils ne possédaient pas en entrant. Rosario organisait les bénévoles et veillait à ce qu'aucune assiette ne reste vide. Même le « cholo », qui s'était d'abord contenté de rester en retrait, finit par rejoindre l'effort, il montrait aux adolescents comment réparer des vélos ou bricoler le local. Un jour, un jeune entra dans le réfectoire, sale, épuisé, les yeux pleins de peur. Personne ne lui demanda d'où il venait. Tobias, en le voyant, lui tendit le violon et lui montra comment le tenir. Le garçon, en pleurant, en tira un son unique. Les autres applaudirent. Nego, témoin de la scène, sentit sa gorge se nouer. C'était la même histoire qui se répétait, quelqu'un arrivait brisé,
et trouvait là une raison de rester. La médaille de sang Judas pendait toujours autour du cou de Nego. Parfois il la touchait par habitude, parfois pour se rappeler que tout cela avait commencé par un geste minuscule. Aujourd'hui, ce lieu n'était plus seulement le sien, il appartenait à tous. Sa seule tâche désormais était de le maintenir vivant. Un soir, alors qu'il épluchait des pommes de terre avec sa grand-mère, elle lui demanda. « Tu es heureux, mon fils ?»« Oui. »« Fatigué, mais heureux. C'est tout ce qui compte. Qu'importe si c'est peu, du moment qu'on a quelque chose à offrir. Merci de m'avoir appris à voir. Ce n'est pas moi, c'est la vie. Moi, je ne t'ai donné que les yeux. » Chaque samedi, après le repas, Nego réunissait les enfants et leur racontait des histoires. Des rêves, des miracles qui ne tombent pas du ciel mais qui naissent dans le cœur des gens ordinaires. Ne cessez jamais de regarder autour de vous, leur disait-il. Parce que parfois, le plus grand cadeau, c'est simplement de voir l'autre. Un jour, Tobias s'assit à côté de lui. « Je ne sais pas combien de temps il me reste, mon fils, mais si la musique que j'ai laissée dans ces enfants survit un peu plus longtemps que moi, alors tout cela aura eu un sens. Vous vivrez bien plus que vous ne l'imaginez. Regardez tout ce que vous avez commencé. » Tobias sourit et caressa l'étui de son violon. Parfois, les miracles ne se présentent pas comme on les attend. Et le réfectoire continua de croître. Des dons arrivaient maintenant d'autres quartiers, on organisait des ateliers, des concerts de rue. L'écho de ce que Nego avait semé se propageait comme des cercles dans l'eau. Chaque fois que quelqu'un demandait comment tout cela avait commencé, Nego racontait la même histoire, celle d'un jeune mécanicien et d'un vagabond musicien réunis par une nuit de pluie et un rêve inattendu. La ville restait dure, mais il existait désormais un endroit où la compassion n'était pas l'exception, elle était la règle. Le soir, Nego sortait sur le seuil, levait les yeux vers le ciel et serrait la médaille entre ses doigts. Il se souvenait, Jésus n'est pas descendu du ciel, il est apparu sous les traits d'un vagabond. Alors, le cœur apaisé et le regard ouvert, il savait que son véritable héritage n'était ni un bâtiment, ni même un projet, c'était la certitude que chaque vie touchée laisse une trace indélébile.